Le 19 janvier 2010, Japan Airlines a déposé une demande de protection contre la faillite auprès du tribunal de district de Tokyo. Le passif total s'élevait à 2320 milliards de yens, soit environ 25 milliards de dollars, ce qui en faisait à l'époque la plus grande faillite d'entreprise non financière de l'histoire du Japon. La compagnie aérienne a été radiée de la bourse de Tokyo exactement un mois plus tard. Pour sauver le transporteur, le gouvernement japonais a fait l'une des suggestions les plus contre-intuitives du monde des affaires modernes. Nommé Kazuo Inamori, le fondateur retraité de Kyocera, âgé de 77 ans, moine bouddhiste ordonné qui n'avait jamais passé un seul jour à travailler dans l'aviation, à la tête de Japan Airlines. Il a supprimé des emplois. Il a supprimé des lignes non rentables. Il a cloué au sol toute la flotte de Boeing 747. Et il mangeait des bols de riz à la cafétéria de l'entreprise avec les bagagistes. En moins de 2 ans, au cours de l'exercice 2012, Japan Airlines a enregistré un bénéfice d'exploitation de 195,2 milliards de yens. Lors du mois de septembre 2012, JAL a été réintroduite à la bourse de Tokyo, levant 663 milliards de yens lors de la deuxième plus grande introduction en bourse mondiale de l'année, derrière uniquement Facebook. Pour la plupart des acteurs du monde de l'aviation, cela aurait dû être la fin de l'histoire. Un transporteur historique sauvé de lui-même, restructuré, redevenu rentable, prévisible. Sauf que ce que JAL a construit ensuite n'était absolument pas prévisible. Là où toutes les compagnies aériennes haut de gamme d'Asie couraient après Singapore Airlines, se disputant celle qui installerait la suite de première classe la plus élaborée ou la correspondance la plus fluide dans un hub, JAL s'est concentré sur ce qui comptait vraiment. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Zip Air n'exploite que 8 appareils. 8 avions ne peuvent pas sérieusement menacer la domination de Singapore Airlines via Changi. 8 avions ne feront pas de dégâts dans l'expansion internationale d'AENA. 8 avions, sur le papier, ne semblent guère plus qu'une note de bas de page. Pourtant, AENA vient de supprimer sa propre marque concurrente long courrier à Bakou, Air Japan, en mars 2026. Le modèle ne fonctionnait apparemment pas pour eux. Pour JAL, il génère une marge d'exploitation saine sur les lignes transpacifiques. Mais alors, de quelle manière le modèle de JAL fonctionne-t-il réellement ? Pour comprendre pourquoi la stratégie de JAL est si efficace, il faut comprendre ce qu'elle rejette. Singapore Airlines est la référence absolue de l'aviation premium depuis des décennies et ce n'est pas sans raison. Singapour est une cité-État. Elle n'a aucun marché aérien intérieur. 0 liaison domestique en monocouloir. Chaque appareil qui est exploité par Singapore Airlines existe pour transporter des passagers internationaux via l'aéroport de Changi, l'une des plateformes de correspondance les plus efficaces au monde. Cette contrainte est devenue un atout extraordinaire. SQ a bâti toute son identité autour de l'expérience long courrier international. Une flotte d'environ 130 gros porteurs, tous configurés pour un service international haut de gamme, desservant plus de 100 aéroports à travers le monde. Le modèle est élégant, tout alimente le hub. Le hub redistribue vers l'extérieur, et les passagers paient grassement pour ce privilège. Pendant des décennies, chaque compagnie asiatique ambitieuse a étudié ce modèle. L'hypothèse était universelle. Si vous voulez rivaliser dans l'aviation premium asiatique, vous construisez le meilleur produit long courrier possible, vous canalisez le trafic à travers un hub de classe mondiale et vous vous battez pour les passagers à plus haut rendement. Japan Airlines a examiné ce modèle et a choisi de faire quelque chose de totalement différent. La stratégie de JAL repose sur 3 piliers. Le premier pilier est une densité intérieure extrême. JAL fait l'exploitation de l'Airbus A350-900, l'un des avions gros porteurs les plus avancés jamais construits, sur des liaisons intérieures de 90 minutes au Japon. Tokyo-Haneda vers Okinawa, Haneda vers Sapporo. Ce ne sont pas des services internationaux phares, ce sont des liaisons domestiques de banlieue. Et les configurations en témoignent. L'A350-900 domestique de JAL transporte jusqu'à 391 passagers dans une disposition à 3 classes. 12 sièges en première classe, 56 sièges en classe J et 323 sièges pour la classe économique. Ces appareils sont des machines à générer des liquidités, déployées sur des routes où le Shinkansen ne fait pas concurrence et où les volumes massifs de passagers rendent l'économie des gros porteurs viable, même sur des courts secteurs. Le deuxième pilier est l'exact opposé. Sur les liaisons internationales long courrier, JAL sacrifie délibérément le nombre de sièges.
Prenons le Boeing 777-300ER. La norme industrielle mondiale pour cet appareil est passée à une configuration économique en 3-4-3 avec 10 sièges par rangée. Emirates le fait, American Airlines le fait. La plupart des compagnies le font parce que chaque siège supplémentaire génère des revenus. JAL refuse. La compagnie maintient une configuration 3-3-3, 9 de front, commercialisée sous le nom de Skywider. Les sièges en classe économique mesurent de 18,5 à 19 pouces de large avec un pas de 33 à 34 pouces. Le résultat, c'est un 777-300ER ne transportant que 244 passagers, là où les concurrents exploitent le même appareil avec 300 passagers ou plus. Ce n'est pas un ajustement mineur. JAL laisse volontairement environ 60 sièges générateurs de revenus vides sur chaque vol long courrier au départ. Et puis, il y a le nouvel Airbus A350 000, l'appareil international phare de JAL, mis en service sur la ligne Haneda jusqu'à New York en janvier 2024. Il est physiquement plus grand que l'A350-900 et pourtant ne transporte que 239 passagers répartis en 4 cabines. 6 suites de première classe avec portes fermantes, 54 suites en classe affaires avec des cloisons d'intimité, 24 sièges en classe économique premium et seulement 155 en classe économique. Cela en fait l'une des configurations d'A350 000 les moins denses en service commercial au monde. Le troisième pilier est celui où le modèle tout entier devient véritablement fascinant, car JAL a compris quelque chose que Singapore Airlines, de par sa géographie, ne peut reproduire. Tous les passagers qui traversent le Pacifique ne veulent pas d'un siège de 18,5 pouces de large et d'un repas japonais à plusieurs services. Certains passagers veulent simplement se rendre à Tokyo au moindre coût. Des étudiants, des routards, des voyageurs de la génération Z visitant le Japon pour la première fois, attirés par un yen faible et les photos Instagram. Singapore Airlines a répondu à ce segment par l'intermédiaire de Scoot, sa filiale à Bakou. JAL a adopté une approche fondamentalement différente. En 2020, en pleine pandémie mondiale, JAL a lancé Zipper. Non pas comme une compagnie à bas prix pour les courts courriers, mais comme une compagnie aérienne long courrier à bas coût conçue spécifiquement pour exploiter des Boeing 787 Dreamliner à travers l'océan Pacifique. Les 787-8 de Zipper transportent 290 passagers. 18 de ces sièges sont des lits entièrement inclinables en classe premium, disposés selon une configuration en chevron inversé 1-2-1. Les 272 sièges restants en classe économique sont agencés selon une dense disposition 3-3-3. Il n'y a pas d'écran sur les dossiers, pas de repas gratuits, pas de bagages enregistrés gratuits. La dissociation des services est extrême. Zipper facture tout. La glace, le choix du siège. Yasuhiro Fukada, l'un des cadres dirigeants de Zipper, présente cela comme une modernisation plutôt qu'une austérité. Lors de l'Aviation Festival Asia en 2025, il a expliqué la philosophie. Faire en sorte qu'être dans les airs ne soit pas différent d'être sur Terre, où les passagers utilisent une connexion Internet haut débit sur leurs propres appareils personnels. Et les résultats financiers sont extraordinaires. Au cours de l'exercice fiscal clos en mars 2025, Zipper a généré 68,5 milliards de yens de chiffre d'affaires, soit une augmentation de 26,8% d'une année sur l'autre. Le nombre de passagers a atteint 1,35 million. Voici ce qui rend le succès de Zipper encore plus significatif. AENA, l'autre grande compagnie aérienne japonaise et la rivale nationale la plus féroce de JAL, a essayé exactement la même chose. Elle a lancé Air Japan en tant que marque low-cost long courrier pour concurrencer sur les liaisons loisirs transpacifiques. En mars 2026, AENA ferme Air Japan entièrement. Le modèle n'a pas fonctionné pour eux. La marque n'a pas réussi à s'imposer. L'équation économique ne tenait pas. AENA n'a pas pu reproduire ce que JAL avait bâti, malgré une flotte plus importante, son réseau international plus vaste et, sans doute, des ressources financières plus conséquentes. Ce n'était pas un échec de marché. La demande existe manifestement. Les coefficients de remplissage de Zipper le prouvent. C'était un échec d'exécution et cela révèle quelque chose de crucial sur l'architecture bimarque de JAL. Le fait d'exploiter une compagnie long courrier low cost rentable ne se résume pas à placer des sièges bon marché dans un gros porteur.
Cela exige une structure de coût spécifique, une tolérance culturelle spécifique à un dégroupage extrême et une relation spécifique entre la marque mère et la filiale qui empêche la cannibalisation tout en permettant une discipline de coût. JAL semble avoir trouvé cet équilibre. AENA, avec des ressources comparables, n'y est pas parvenu. Mais c'est ici que toute cette histoire prend un tournant important et inattendu. L'importance du modèle de JAL ne réside pas vraiment dans les vols bon marché vers Los Angeles, ni dans les suites de luxe vers New York. Elle tient à ce qu'une architecture bimarque peut faire au postulat de toute une industrie quant à la manière dont les compagnies asiatiques haut de gamme doivent fonctionner. Voyez-vous, Singapore Airlines ne dispose d'aucun marché intérieur pour subventionner ses opérations internationales. Chaque appareil doit justifier son existence uniquement par les revenus premium internationaux. Cela rend SQ extraordinairement discipliné, mais aussi extraordinairement exposé. Lorsque la demande premium internationale faiblit, il n'y a aucune vache à lait domestique pour absorber le choc. Le réseau intérieur de JAL génère des flux de trésorerie énormes et stables sur des lignes qu'aucun concurrent international ne peut atteindre. Ces A350 de 391 sièges qui relient Haneda à Okinawa n'ont rien de glamour. Ils ne remportent pas de prix de design. Mais ils constituent le socle financier qui permet à JAL de sacrifier délibérément 60 sièges par départ international au profit d'une différenciation qui est axée sur le confort. Et puis, Zip Air capte l'intégralité du segment que le produit international premium de JAL ignore délibérément. Le voyageur de loisirs sensible au prix, qui ne paierait jamais 5 500 $ pour une classe affaires, mais qui dépensera volontiers 400 $ pour un siège en classe économique Zip Air vers Tokyo, même s'il doit acheter sa propre bouteille d'eau. Les mathématiques sont révélatrices. JAL n'a pas besoin que Zip Air soit grande. 8 appareils sur des lignes transpacifiques remplissent un double objectif. Ils captent des revenus qui iraient autrement pour les autres concurrents. Et ils isolent la marque principale JAL de toute pression visant à brader son produit premium. Lorsqu'un voyageur à petit budget cherche des vols pour Tokyo, il trouve Zip Air. Lorsqu'un voyageur d'affaires fait la même recherche, il trouve JAL avec ses sièges Skywider de 18,5 pouces de large et sa restauration Kaiseki. Même société mère. Même écosystème de réservation. Deux propositions de valeur totalement différentes ne se concurrençant jamais. Singapore Airlines ne peut reproduire cela. La compagnie n'a pas de réseau intérieur pour générer des flux de trésorerie de base. Sa filiale low-cost Scoot se concentre sur des lignes régionales, non transpacifiques. Et son identité de marque est si intégralement construite autour d'un service premium unifié que le lancement d'une filiale long courrier dépouillée créerait précisément le genre de confusion de marque que JAL est parvenu à éviter. Zip Air ne s'arrêtera pas à 8 appareils. JAL s'est engagé à acquérir 10 Boeing 787-9 supplémentaires, la variante la plus grande, avec des livraisons débutant en 2027. Cela double la flotte et ouvre des possibilités de route entièrement nouvelles. Le transporteur a déjà fait preuve d'une agilité remarquable. Au-delà de LAX, SFO et San José, Zip Air dessert Honolulu, Houston, Singapour, Bangkok, Séoul et Vancouver. Début 2026, la compagnie a annoncé un service de vol charter saisonnier entre Tokyo Narita et Orlando, la première liaison passager directe entre le Japon et Orlando dans l'histoire de l'aviation. Chaque nouvelle route suit la même logique. Trouver un marché où une demande de loisirs significative existe, mais où les tarifs des compagnies traditionnelles constituent une barrière. Déployer un 787 de 290 sièges avec un dégroupage extrême des services. Capter un volume que le produit principal de JAL n'a jamais été conçu pour desservir. La plupart des concurrents ne peuvent pas reproduire cela immédiatement. Les commandes d'appareils n'existent pas. Les structures de coûts n'ont pas été bâties. La séparation des marques n'a pas été établie. Et l'échec d'AENA avec Air Japan prouve que se contenter de copier le format ne suffit pas. Avec 20 appareils d'ici le début des années 2030, Zip Air passera d'une expérience de niche à une force structurelle à travers le Pacifique. Le plan à moyen terme de JAL vise à étendre son activité combinée de services complets et de compagnies low-cost d'environ 1,5 fois d'ici l'exercice 2030 par rapport au niveau de 2023. Zip Air est le principal moteur de cette croissance. Il existe une autre dimension de la stratégie de JAL dont on parle rarement. JAL Mileage Bank, son programme de fidélité, compte plus de 30 millions de membres.
KrisFlyer de Singapore Airlines en compte environ 5 millions. Ce rapport de 6 pour 1 n'est pas anodin. La densité du réseau intérieur de JAL crée des millions de points de contact qu'aucun transporteur purement international ne peut égaler. Chaque navetteur entre Haneda et Sapporo, chaque vacancier à destination d'Okinawa, chaque voyageur d'affaires sur le corridor Tokyo-Osaka alimente l'écosystème de fidélisation. Cela signifie que le produit premium international de JAL n'a pas besoin de conquérir des clients à partir de zéro à chaque départ. Il puise dans un vivier national de 30 millions de membres fidèles qui prennent déjà l'avion avec JAL chaque semaine sur des liaisons court courrier et se tournent naturellement vers le produit international lorsqu'ils voyagent à l'étranger. JAL les récolte directement dans son propre écosystème domestique. L'industrie aéronautique a toujours mesuré les compagnies premium selon un ensemble précis d'indicateurs. La taille des suites, la superficie des salons, les cartes des vins, le nombre de fils des pyjamas de première classe. Singapore Airlines excelle dans chacun de ces critères, et ce depuis des décennies. JAL avance que ces indicateurs passent à côté de l'essentiel. Le véritable avantage concurrentiel ne réside pas dans le siège le plus luxueux au sommet. C'est dans l'architecture qui se trouve en dessous, les flux de trésorerie domestique qui subventionnent le confort international, la filiale low cost qui capte une demande que la marque premium ignore délibérément, l'écosystème de fidélité qui convertit la fréquence domestique en revenus premium internationaux, les 30 millions de membres qu'il n'est pas nécessaire de convaincre d'essayer JAL car ils ont déjà volé avec JAL mardi dernier. Singapore Airlines ne va certainement pas disparaître. Changi restera l'un des plus grands hubs mondiaux. La compagnie continuera d'incarner un standard de service en vol que peu sont en mesure d'égaler. Mais JAL a démontré qu'il n'est pas nécessaire de battre Singapore Airlines à son propre jeu. Il est possible de bâtir quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose d'ancré dans la densité domestique plutôt que dans le prestige international. Quelque chose qui embrasse la contradiction plutôt que la cohérence. Quelque chose où un A350-900 transporte 391 passagers le mardi matin vers Okinawa et un A350-1000 accueille jusqu'à 239 passagers le mercredi soir vers New York et où les deux vols ont un sens stratégique. En février 2010, Japan Airlines était en faillite. 16 ans plus tard, l'A350-1000 de JAL propose des suites fermées en première classe avec portes coulissantes pour l'intimité, une technologie de haut-parleurs intégrée aux appuis-têtes permettant aux passagers de se passer d'écouteurs et un système de sélection des repas avant le vol qui permet aux voyageurs en classe affaires de choisir leur plat précis plusieurs jours à l'avance. Et simultanément, 8787 de Zipper traversent le Pacifique sans écran, sans repas gratuit, avec un personnel qui mesure les bagages à main avec des mètres rubans à la porte d'embarquement. Ce n'est pas une contradiction, c'est tout l'intérêt. JAL n'a pas survécu à la faillite en devenant une meilleure version de Singapore Airlines. Elle a survécu en devenant quelque chose que Singapore Airlines ne peut pas être. Un transporteur qui opère simultanément à chaque strate du marché, depuis le cheval de trait domestique de 391 sièges jusqu'à la LCC transpacifique de 8 appareils générant des marges en pourcentage exceptionnellement élevées. Lorsque les 1787 9 supplémentaires arriveront chez Zipper à partir de 2027, la flotte doublera. Le réseau de routes s'étendra plus profondément en Amérique du Nord. Le volant d'inertie de la fidélisation s'accélérera. Et l'architecture à double marque, que ANA n'a pas pu reproduire et que Singapore Airlines ne peut structurellement pas copier, s'enracinera davantage à chaque départ. Une poignée de routes en expansion constante. La preuve que parfois la perturbation la plus significative dans l'aviation ne vient pas de la construction d'une meilleure suite de première classe. Parfois, elle vient d'un moine qui mangeait du riz avec les bagagistes et d'une compagnie aérienne prête à parier que servir chaque passager compte plus qu'impressionner uniquement les plus fortunés. La question n'est pas de savoir si 8 appareils peuvent menacer des empires bâtis par des centaines. C'est de savoir si le reste de l'industrie y prête vraiment attention. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?